parle d'un monde polycrise et face à cette multiplication des crises, les cyberattaques, les bad buzz ou autres, les entreprises doivent désormais gérer l'incertitude en permanence. Bonjour Benjamin Grange. Bonjour David. Président de Mascaret Partners. On a plein de questions à vous poser avec Julien de chez Madines, parce que vous avez lancé un outil pour aider les entreprises qui sont victimes ou qui subissent des crises. En quoi l'IA peut aider? Pourquoi ça n'existe pas déjà? C'est vraiment une innovation, ça? Alors, c'est vraiment une innovation parce que c'est la première fois qu'il y a un tel service en Europe. Et en fait, ça rebondit sur un paradoxe, c'est que dans l'entreprise, on benchmark à peu près tout. On mesure tout, on contrôle tout, on compare tout, sauf la gestion de crise. Et sur la communication de crise, il se trouve que quand on est en situation, on n'a pas de base, de comparable. En fait, on ne tire pas profit des retours d'expérience de ceux qui ont géré le même type de crise avant. C'est ce que propose ce service. C'est l'expérience des autres qui peut vous profiter en situation de crise. Combien de crises passées sont répertoriées? Aujourd'hui, plus de 20 000. Mais la base, qui est une base propriétaire, évidemment, elle s'enrichit de jour en jour. Majoritairement des crises européennes et américaines. Parce que les crises asiatiques se gèrent très différemment. Donc voilà, on s'est focalisé sur ce périmètre-là. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces crises? On parle de quel type de crise d'ailleurs? La gestion de crise, c'est un événement, c'est un signe noir, comme on appelle ça ou Alors d'abord, il faut voir que la crise est devenue quelque chose d'un peu courant. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques, ne serait-ce qu'en France, 74% des entreprises ont subi une crise majeure dans les 3 dernières années. Et 40% une double crise, c'est-à-dire une crise où il y avait 2 crises en même temps. Donc ça prouve que c'est un événement, finalement, qui était avant quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met dans les cyberattaques? On peut mettre évidemment, on met tous les éléments qui vont déstabiliser l'entreprise, et avec un effet où en fait on sort du cadre classique, de l'ordinaire. C'est-à-dire que la machine s'est un peu emballée. Ça peut venir d'événements exogènes, c'est-à-dire que c'est évidemment une cyberattaque, forcément, vous la subissez. Ça peut être une attaque réputationnelle, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire des entreprises qui répondent à un appel d'offres, et puis comme par hasard, il y a une vidéo qui peut être une fake news, et qui cherche à nuire. Il y a ce type de choses, comme des choses qui sont internes, c'est-à-dire vous avez un problème de rappel de produits, vous avez une crise RH, vous avez un plan de restructuration qui est mal géré, et hop, les choses s'emballent. Les médias s'en saisissent, parfois les élus, parfois... Et donc là, ça devient une crise. Oui, et alors vous étudiez effectivement 20 000 crises passées. Il y a aussi le contexte de leur apparition, il y a les décisions prises, leurs conséquences à court, moyen et long terme pour formuler des recommandations. Est-ce qu'on n'a plus besoin de l'œil humain pour gérer des crises de communication? Alors bien au contraire. C'est-à-dire que, en fait, on rajoute... Ah oui, il est pas bête quand même. On rajoute dans la cellule de crise, en fait, un acteur nouveau, qui est un expert, qui en l'occurrence est une intelligence artificielle, qui va faire le travail que des humains ne pourraient pas faire, c'est-à-dire d'identifier en fait les crises qui ressemblent à celles qu'on est en train de gérer parmi une base de 20 000, et puis d'en tirer des retours d'expérience, et donc de dire, ceux qui ont eu ce type de crise, parfois ils sont au Brésil, parfois ils sont aux États-Unis, ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont dans tel secteur, eh bien voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait de bien, voilà ce qu'ils ont fait de moins bien. Donc c'est un outil de la décision, mais c'est toujours l'humain qui, au final, va garder évidemment d'abord la logique de contrôle, et puis la logique de décision. Et alors, est-ce que sur cet outil, est-ce que les collaborateurs, est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Est-ce que déjà il y a des cas concrets en France ou dans le monde sur lesquels vous avez déjà travaillé? Imagine une boîte, je me suis fait cyber-hacker, etc. Je viens vous voir, vous me dites quoi? Alors, d'abord, nos clients ne sont pas des cobayes, d'accord? Donc, évidemment, ça fait 1 an qu'on développe ce produit, et ça fait 6 mois qu'il est en test. D'accord. Il est en test aujourd'hui dans de grandes institutions, chez les acteurs du SBF. Alors, vous allez me dire qui? En fait, voilà qui. Je ne vous les citerai pas pour une raison relativement simple, c'est que ceux qui s'équipent de ce service ne veulent pas en fait être suspectés d'avoir plus de crises que les autres. D'accord. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils veulent en fait un surcroît de raffinement face à des crises qui sont plus répétitive et plus complexe. Et une réactivité aussi plus importante, c'est ça que vous apportez? Et une justification, parce que vous avez toujours, vous savez, post-crise, on vous dit « Ah oui, mais alors, est-ce que ça a été bien géré ?»
Donc le DIRCOM ou la DIRCOM se dit ouais, il faut que je justifie qu'on l'a bien géré. Parfois, c'est le directeur général qui dit il est parfois incriminé. Donc en d'autres termes, le fait d'avoir aussi des éléments factuels qui permettent de dire voilà, cette crise-là, il y en a eu 10 pareilles chez des acteurs qui nous ressemblent, voilà comment ça a été géré, on a pris les meilleures pratiques, ça vient factualiser les prises de décision et donc évidemment, je dirais, argumenter en faveur de ce qui a été fait. D'avoir une réponse plus adaptée, plus rapide et moins chère aussi ou pas au final? Je ne sais pas si c'est moins cher. En tout cas, c'est une réponse qui est plus argumentée, vous voyez, qui est plus solide. En fait, c'est sortir de la gestion de crise, c'est-à-dire d'experts, et c'est je pense que. Là, on a vraiment quelque chose de factuel. Oui, c'est factuel. L'IA n'émet pas une recommandation. Ça reste vous, l'humain. L'IA, en fait, ne va pas recommander à la place de l'homme. Ouais. D'accord ? On reste sur un couple homme-machine. Simplement, c'est que l'IA est capable de faire une synthèse des crises qui ressemblent, avec ce qui a été bien fait, moins bien fait, pourquoi ça a été mieux et moins bien fait. Et donc, fort de ça, c'est évidemment à l'homme et à l'expert en lui-même en gestion de crise de savoir prendre dans cette synthèse ce qu'il y a d'intéressant pour le cas présent. Est-ce que vous anticipez aussi, grâce à l'intelligence artificielle, des crises qui pourraient survenir? Ou est-ce que c'est l'étape d'après? En fait, ça ne se pose pas encore dans ces termes-là, mais on pourrait l'imaginer. Aujourd'hui, le développement immédiat, c'est de dire, puisque vous avez 20 000 crises et peut-être plus demain, faites-nous la typologie des crises. Comment ces crises ont évolué? Quels sont les facteurs, je dirais, déclencheurs que l'on va retrouver chaque fois? Et donc évidemment, les plans de contingence des entreprises, c'est-à-dire en fait tout le processus de préparation de cette gestion de crise, je dirais on peut aussi l'armer avec ces retours d'expérience pris dans leur globalité. C'est juste pour les grandes entreprises, vous parlez du SBF 120, aujourd'hui il faut avoir des moyens pour s'équiper de ce type de service? Honnêtement, on est sur un service qui est à quelques milliers d'euros, donc ça peut aller au niveau des ETI. Simplement c'est que si on regarde les occurrences, le nombre de crises, elles sont plus importantes sur le SBF ou les grandes institutions publiques que sur les ETI. Mais évidemment, le marché va jusqu'à les ETI. Est-ce que les grandes entreprises du SBF, par exemple, elles vous demandaient justement que vous travaillez avec de l'IA pour gérer leur crise de communication? Est-ce que ça vient des clients ou est-ce que c'est vraiment vous qui avez réfléchi en interne à ça en amont? Ce n'est pas parti d'une demande client. C'est parti en fait d'un constat que c'était un domaine qui était peu équipé. Il a inventé un besoin qui n'existait pas. Peu rationalisé. Et en fait, quand on commençait à expliquer le paradoxe que j'ai rappelé tout à l'heure, effectivement, nombre de DIRCOM nous ont dit, mais bien sûr, c'est une évidence. Donc il faut qu'on s'équipe de ce produit-là. Et évidemment, on s'équipe avant la crise. Ah oui, parce qu'effectivement, quand on est dans une situation de crise, on a évidemment, c'est un peu tard. Sachant qu'on y intègre aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de rentrer en relation avant, on prend tous les éléments culturels de l'entreprise. Parce que là, on peut y mettre en fait des éléments de contexte. Je vous donne un exemple. Si vous avez une banque qui est mutualiste, ce n'est pas du tout la même chose qu'une banque à réseau classique. Vous voyez, donc on peut intégrer ce type de choses. Allez, merci beaucoup. Benjamin Grange, donc le président de Mascare & Partners. Comment il s'appelle ce service? CMI, Crisis Management. Qui veut dire Crisis Management Information. Voilà. Allez, merci à vous. Au revoir. Merci.